Vous êtes sur Tête à Tête. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Sunu Label TV, la chaîne au cœur du Sénégal, également sur Label TV, la chaîne panafricaine et internationale. Bonsoir et merci de nous retrouver à travers Tête à Tête de cette même tribune qui laisse toujours la parole et la place aux divers acteurs du public comme du privé. Ce soir, une actrice connue, en tout cas au Sénégal et partout à l'international, une actrice culturelle, une grande femme. Son visage vous est très très familier. Je ne vais pas lui demander le soin ce soir de se présenter, je vais la présenter personnellement à travers ce portrait que je vous propose de regarder. Amélie Mbaye, l'actrice au carrefour des émotions et des combats culturels. Amélie Mbaye, c'est une voix douce, un regard profond et une carrière forgée dans la passion du jeu et la conviction que l'art peut faire bouger les lignes. Actrice, réalisatrice, mais aussi militante culturelle, elle incarne depuis plusieurs années l'élégance et la force du cinéma sénégalais en portant à l'écran des rôles empreints de vérité et de puissance. Formée au cinéma, Amélie Mbaye a su s'imposer comme l'une des figures majeures de la scène artistique sénégalaise. Et si le public la connaît pour ses performances justes et sensibles, elle est aussi une artiste complète qui jongle entre plusieurs disciplines, du théâtre à la télévision en passant par le cinéma d'auteur. Sa capacité à incarner des personnages complexes, souvent féminins, forts et vulnérables à la fois, fait d'elle une actrice précieuse, rare, dont chaque apparition à l'écran laisse une empreinte. Derrière la caméra, comme dans la vie, Amélie Mbaye défend les droits des femmes, la diversité culturelle et la valorisation des langues et patrimoines africains. Dans un paysage cinématographique encore dominé par les figures masculines, elle incarne une nouvelle génération de femmes engagées qui prennent la parole et l'espace. Elle n'hésite pas à dénoncer les stéréotypes, à briser les tabous autour du corps, de la beauté, des normes sociales et à s'emparer de sujets délicats comme le body shaming, l'identité ou les violences symboliques. Dernièrement, Amélie Mbaye est à l'affiche de l'adaptation cinématographique du célèbre roman Une si longue lettre de Mariama Ba, réalisée par Angel Diaban. Dans ce film très attendu, elle livre une performance saisissante au croisement de la littérature, de l'histoire et du destin féminin africain. Une œuvre qui résonne avec son propre engagement artistique et social. Cette actrice du continent tournée vers le monde, panafricaine dans l'âme, Amélie Mbaye croit à un cinéma africain libre, ancré dans ses réalités, mais ouvert à l'international. À travers ses collaborations, ses projets personnels et ses prises de parole, elle participe activement à la redéfinition des imaginaires africains à une époque où le récit de soi est devenu un enjeu majeur. J'ai donné sans compter, donné plus que j'en ai reçu. Oui, allô? Oui, c'est tellement. Bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Penda et merci. Je suis vraiment contente d'être là, surtout que depuis que j'ai découvert que tu es la fille d'un frère, d'un grand frère à moi, dès que je suis arrivée, puisque je ne te connaissais pas. Et donc ça me fait vraiment plaisir de voir que tu as suivi les traces de ton père, c'est-à-dire nos traces à nous. Donc merci pour ton invitation. Merci à toi. Amélie, on va remonter le temps. Vous avez marqué les esprits dès 1987 en tant que téléspectatrice à l'ORTS. Alors, pouvez-vous déjà nous replonger dans cette époque et surtout, quelle image gardez-vous de ces débuts à la télévision sénégalaise? Eh ben, merci déjà de me ramener si loin en arrière parce que je voulais de toutes les façons rendre hommage à quelqu'un grâce à qui j'ai été devant la caméra, sorte de dire, qui m'a recruté à l'époque en 87, donc quand j'étais téléspectatrice à la télévision nationale à l'ORTS, devant le théâtre national Daniel Sorano, où j'ai connu ton papa, justement, Mactar Sela, qui je fais un petit coucou, un grand frère que j'adore. Et donc, voilà, c'était en 87, on était 800 candidates. Reine Marie Faye, notre grande sœur, nous a accueillis quand on a été sélectionnés.
Marem Samba et moi. Et donc, on nous a lâchés à 18h30 pour présenter le programme. Moi, j'ai pas eu le tract au départ, mais c'est à la fin, quand tout s'est éteint, que j'ai commencé à trembler comme une feuille. Et puis voilà, ça a duré donc de 87 à 94, 95, je crois. Ça a été une très très belle aventure et c'est justement là que j'ai lu, que j'ai présenté tous les soirs, je crois que c'était 2 soirs par semaine, Reine Marie Faye. Paix à son âme, feu Reine Marie Faye, que je présentais pour lire les lettres d'une si longue lettre de Mariam Abba pendant que se jouait la pièce de théâtre. Et c'est là que je disais, j'espère qu'un jour je serai Madame Ramatoulaye Fall pour porter ce film sur au grand écran. Et voilà, aujourd'hui en 2025, le rêve, grâce à Dieu, qui se réalise. Vous êtes aujourd'hui à l'affiche de ce film, on y reviendra tout à l'heure. Lorsque vous avez quitté le RTS, vous êtes parti aux États-Unis, vous fermez en cinématographie? Ah non, bien avant. Non. Je suis allée d'abord en France pour faire mes études aéronautiques, de tourisme, langue étrangère et aéronautique. Ensuite, j'ai fait toute ma période administrative aux États-Unis, justement, après être passée au Brésil où j'ai été au festival, ça m'a donné le goût du cinéma, au festival de film à Rio. Et c'est donc toutes ces années que j'ai passées aux États-Unis, c'est durant toutes ces années que j'ai goûté l'art. Puisque pendant mes activités administratives, je faisais parallèlement à cela tout ce qui était artistique et que donc voilà, j'ai fait mes premiers pas au grand écran là-bas à Los Angeles. C'est ce qui a façonné aujourd'hui votre regard sur le métier cinématographique. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et je rêvais en fait d'une chose aussi, c'était de venir ici chez moi en Afrique, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique pour être au cinéma, mais aussi être localement connu, parce qu'on a beau être connu à l'extérieur, on ne l'est pas chez nous, on ne l'est pas assez chez nous. Comment définiriez-vous alors votre place dans le cinéma sénégalais aujourd'hui et en tant que femme dans cet univers encore largement masculin, quel a été votre plus grand combat? Je pense que mon plus grand combat, ça a été durant les premiers pas dans les séries sénégalaises, le challenge de la langue. De faire des séries sénégalaises en Wolof. Alors là, je disais, le personnage et tout, ça va, ça se passe bien, je maîtrise. Je suis rentrée, mes premiers pas, ça a été avec Golden. Mais au niveau de la langue, c'était... et puis j'ai dit, bon allez, ça va être du par cœur. J'ai tout parcourisé en Wolof, alors les gens pensaient que, alors que non, c'était que du parcourisme. Et en tant que donc sénégalaise vivant à l'extérieur, de venir l'autre challenge aussi de s'adapter, d'essayer de s'adapter aux réalités locales. Parce qu'on vient avec un esprit assez carré, tout bien forgé, alors qu'il faut venir quand même avec humilité, s'adapter à nos conditions, à notre culture, à nos réalités. Et ce n'était pas chose facile. Quelques anecdotes qui vous ont marqué, des films marquants? Au niveau d'ici, du Sénégal, donc déjà au niveau de la langue, quelques anecdotes, j'en ai tellement. Disons que, je sais pas, quand parfois je voulais qu'il y ait un silence total sur le plateau, pour certaines scènes qui étaient assez difficiles, alors qu'à côté ça causait, ça bavardait, qu'on essaie de se concentrer, nous les acteurs, que sur nos textes et non pas sur l'apparence physique. Donc chercher chaque fois quelqu'un, appeler quelqu'un pour s'occuper de la coiffure, appeler quelqu'un pour s'occuper du maquillage, appeler quelqu'un pour être sûr que tout va bien au niveau vestimentaire, alors qu'en même temps on doit gérer. En fait, ça a été un stage pour moi, mes premiers pas ici, parce qu'il a fallu que je fasse tout. Non seulement que je m'occupe du scénario, puisqu'il fallait que je fasse donc tout ce qui est langue, tout ce que je m'adapte à cela, mais aussi, parfois il n'y avait pas de script, donc il fallait aussi s'occuper de cela. Il fallait aussi gérer l'habillement. Enfin voilà, c'est des petits détails qui n'étaient pas des petits détails, mais qui étaient quand même des choses qui étaient importantes qu'il fallait gérer sur le plateau et que j'avais facilement de l'autre côté là-bas et dont je ne m'occupais pas du tout. Faute de moyens, tout ça aussi, on va y revenir. Alors, on vous a vu à travers la série Golden en 2019, en prise plus tard en 2022. La saison 1. On a attendu les saisons 2 qu'on n'a pas malheureusement eu avec vous.
C'était regrettable. Renaissance, Sako et Manga, Monia et Rama. Alors toutes ces expériences ont été, je suppose, différentes les unes des autres. Ah oui, complètement, complètement. Monia et Rama, ça a été ma toute première expérience puisque on s'est connus, Apolline et moi, à Los Angeles. On a travaillé ensemble le personnage de Monia et Rama. Et donc, voilà, on a tout fait à Ouaga. Ça a connu vraiment un grand succès aussi. Et après, donc, avoir aussi tourné là-bas dans de grands films au niveau de Los Angeles, je suis revenue donc pour faire tout ce qui est séries télévisées. Et ma première expérience, c'était, j'appelle ça le African Empire, c'est-à-dire le Golden que j'ai 8 mois en famille, vraiment avec feu. Je salue sa mémoire. Mon cher partenaire, mon ami, mon frère, mon mari. ABG, Alioune Badara Gueye. Et donc voilà, puis après ça a été la juge Nian, la Renaissance, Emprise, la tueuse folle. Et donc voilà, ça a été vraiment différents personnages, différentes expériences agréables à chaque fois. Différents personnages, mais on sent toujours à travers le film, Amélie Mbaye, cette passion qui explose l'écran. Et je pense que hier encore, Moussa Sen Absa le disait, on ne s'ennuie pas lorsqu'on vous regarde parce que vous donnez entièrement à 1000%. Alors, quel conseil donneriez-vous justement à une jeune fille d'aujourd'hui qui rêve tout simplement de faire du cinéma? Déjà, je lui dirais que ce n'est pas facile. Parce qu'ici au Sénégal, je dirais même en Afrique, on ne fait pas la différence entre la personne et le personnage. On a tendance à les mettre ensemble dans le même panier. On a tendance à les confondre. Moi, jusqu'à présent, dans la rue, on m'appelle Mage. Donc, je pense que là, après la sortie du film, ce sera Ramatoulaye. Donc, mais moi, ça va, je réponds à tout, puisque je sais que c'est le regard du public, mais en même temps, je ne suis pas ce personnage. Je le suis pendant la période du tournage, mais alors à 100%, parce que j'épouse l'habit et je fais en sorte que je sois à l'aise dans la tenue. Et dès que je sors de chez moi, je suis le personnage et je le suis, mais vraiment sur tous les plans, même à la pose et tout, je suis le personnage et j'arrive à m'en détacher une fois que j'arrive à la maison. Mais pendant la période du tournage, je suis le personnage. Le conseil que je donnerais à mes sœurs, c'est de savoir déjà que cette amitié qui est très difficile. C'est un métier qui est hyper compliqué parce qu'en portant un personnage, en portant un habit, on a le regard des autres. Il faut savoir supporter cela parce que parfois ça peut être un mauvais regard, comme ça peut être un regard envieux, comme ça peut être un regard admiratif, comme ça peut être un faux regard. Donc de savoir que il faut écouter certes les conseils, les critiques et tout, parce que c'est toujours constructif, on n'a jamais fini d'apprendre, mais il faut vraiment garder la tête froide et ne pas se faire la grosse tête. Tout ça, c'est les lumières, tout ça, c'est artificiel. Après, quand on retourne dans la réalité des choses, on est en face de nous-mêmes. Et, bon, mais ça c'est personnel, moi c'est la foi. Ma foi chrétienne me guide et avant de commencer, je m'entoure de ce manteau protecteur, j'ai un bouclier et tout et je sais que voilà, je suis accompagnée. Mais c'est la foi, de s'accrocher à la foi et de savoir que tout ça c'est un don de Dieu, on le développe mais ça ne nous appartient pas. Et donc d'y croire et de tout faire. Alors ça, c'est un autre conseil qui est le plus, enfin pas le plus important, mais qui est quand même important dans la carrière, c'est de tout le temps continuer à se former pour pouvoir sortir de notre secteur local si on veut vraiment tendre vers l'international. Que se passait dans la tête d'Amélie Mbaye entre le moment où vous lisez un scénario et celui où vous entrez sur le plateau et comment vous préparez aussi un rôle par rapport, aujourd'hui en tout cas par rapport à vous? Quand je reçois le scénario d'abord déjà à la base pour pouvoir savoir si je l'accepte, déjà c'est le lire étant très détaché. Si ça me parle, pas par rapport à mes convictions religieuses, culturelles ou autres, mais peut-être par rapport au message et par rapport à la force du caractère de ce personnage. Parce que moi je ne fais jamais quelque chose qui ne me plaît pas, ça ne sert à rien parce que j'ai mal interprété.
Mais si je suis contrainte durant la lecture de tout le scénario de faire certaines choses parfois qui ne me plaisent pas, mais ça fait partie du personnage, je le fais. C'est un contrat que j'ai signé. Mais dès le départ, si c'est un personnage en général qui ne me plaît pas, voilà. Donc il faut vraiment y croire, aimer ce personnage et pouvoir entrer dedans right away, mais naturellement, de suite. Et une fois que je l'ai, alors là, moi, tout le monde me connaît, je suis passionnée, je le suis, mais à 100%. Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment l'aimer pour pouvoir voilà. Quel a été le tournage le plus difficile de votre carrière? Et même le plus émouvant? Le plus difficile, à cause des conditions climatiques et à cause de toute la longue durée du tournage, ça a été Frontières. Frontières parce qu'il faisait excessivement chaud. J'ai jamais vécu dans des moments de chaleur à différents endroits. Je suis une peureuse, mais une peureuse des bêtes. On a tourné dans la nuit noire avec des moyens techniques parfois qu'on n'avait pas, dans la forêt, dans la brousse. Oh, rien que d'y penser déjà, même ça, au Bénin, avec tout ce qui était vaudou là par terre qu'il fallait éviter, en se disant peut-être qu'il y aura un scorpion là, et j'en ai vu, des serpents, et j'en ai vu, et ça a été terrible. Donc quand parfois je jouais des scènes où j'étais assise par terre sur un pagne, et que je regardais autour de moi, je jouais pas, hein. C'était vraiment la réalité. Donc les conditions. Et puis donc, moi je pense que c'est surtout par rapport à cela. Et pourtant je suis africaine, vous allez me dire, mais je ne connais pas. Quand j'en parle aux États-Unis ou autre, on me dit oui, mais bon, pourtant vous êtes africaine, vous devriez connaître ça. Non, je ne connais pas. Je suis née en ville, j'ai grandi en ville, je ne connais que la ville. Il y a des choses que je ne... Non. Donc ça m'a vraiment, pas traumatisée, mais ça a failli affecter même mon jeu. Le plus émouvant? Le plus émouvant, ça a été... Mariam Abba. Ah ouais. Là. Avant Mariam Abba, j'ai failli dire Emprise parce que j'incarnais le rôle d'une femme parmi celles que j'ai connues aux États-Unis qui ont vécu ce genre de traumatisme, de violence psychologique et physique. Mais là, c'est une si longue lettre. J'étais dans la peau de Ramatoulaye Fall. Je connais des gens qui ont vécu, qui vivent encore sa situation. Et en plus, maintenant qu'on le projette, être en face de ces enfants, dont une, malheureusement j'ai oublié son prénom, qui a éclaté en sanglots en me regardant jouer et en me disant c'est comme si j'étais devant ma mère. Ça a été, et comme je disais tout à l'heure, c'était un rêve de plus de 30 ans qui s'est réalisé. Donc vraiment une si longue lettre. Je prie qu'il y ait d'autres films encore, mais pour l'instant je le mets en number one. Alors y a-t-il un conseil que vous auriez aimé recevoir étant plus jeune? Par rapport à ma carrière, de me calmer. De me calmer parce que vraiment quand je suis dans le personnage, je le suis. Et parfois je le suis tellement que je me fais du mal. Quand il faut que je pleure, bon, je pleure facilement, mais je n'exagère pas, j'en fais pas trop, mais je me fais du mal à moi-même. Donc de me calmer. Qu'essayez-vous de transmettre à travers vos rôles, vos engagements et vos prises de parole? Tous les messages qu'une femme, une mère de famille, une éducatrice, une épouse devrait recevoir dans tous mes films. Même si, bien sûr, dans ce rôle, je n'incarne pas cela, s'il y a un passage où il y a un message que je peux transmettre, j'essaie dans ma façon de jouer de le transmettre. Je donne un exemple, là, le plus récent avec une si longue lettre, c'est de donner la chance aux femmes, aux jeunes femmes, quelles que soient leurs conditions, elles sont enceintes, elles continuent quand même leurs études. Et c'est ce que Ramatoulaye a dit à sa fille qui était enceinte. Tu es enceinte, d'accord, mais n'arrête pas, tu continues tes études.
Et puis, malgré que le fait que le mari ne soit pas présent, le père ne soit pas présent, continuez à être ce que vous devez être, à y croire, à étudier, parce que l'éducation, c'est la clé. Et puis le respect, bien sûr, le droit d'aînesse et tout. Toujours dans votre rôle avec Ramatoulaye Fall, vous avez porté avec une voix forte un cri intérieur des femmes. Qu'est-ce que ce rôle a vraiment représenté pour vous? Et lorsque vous avez aussi abordé ce personnage si chargé symboliquement pour de nombreuses femmes africaines. Alors, par rapport au message que j'ai transmis, on va répéter la question. Est-ce que ça a vraiment représenté pour vous le rôle de Ramatoulaye Fall? Alors, Ramatoulaye Fall, c'est vraiment un personnage oui, de nombreuses femmes africaines. C'est ça. C'est parce qu'elle en fait, elle transmet de plusieurs messages. C'est pour ça que j'insiste chaque fois pour dire qu'elle ne donne pas seulement le message d'une femme qui refuse la polygamie. C'est pas seulement ça. Elle transmet le message d'une femme qui croit à l'amitié, qui s'est battue et qui tient à l'amitié. L'amitié qui dépasse même le seuil de l'amitié, puisqu'elle parle, elle écrit à son amie qui est en fait une sœur, Aïssatou. La mère de famille qui aussi tient, comme je le disais tout à l'heure, à l'éducation, qui défend l'éducation pour toutes les jeunes filles. Tout le monde, quelle que soit la culture, le côté social et tout. L'amour. Elle défend bec et ongles son mariage, malgré qu'au regard des autres, il faut qu'elle divorce parce qu'elle a été abandonnée. Et puis le pardon. Le pardon grâce à l'amour, parce que s'il n'y avait pas l'amour, il n'y aurait pas eu le pardon. Le pardon et puis le fait, voilà, la foi. C'est une femme qui a de la foi aussi. Et puis bon, ben voilà, elle défend la dignité, le courage, mais aussi pouvoir s'exprimer et porter la voix haute quand il le faut. Mais tout ça avec beaucoup de dignité, d'élégance, de retenue. Aujourd'hui, les femmes sont invitées à Amélie à être fortes, résilientes, elles acceptent, elles combattent tout. Mais est-ce qu'on ne leur en demande pas trop parfois? Oh que si. On leur en demande trop. De toute façon, c'est simple. Bah oui, même dans le rôle, moi, il y a eu des fois où j'ai eu envie d'éclater. Et Angèle m'a dit non. Ramatoulaye n'est pas comme ça. Ramatoulaye est calme. Ramatoulaye a de la retenue. Ramatoulaye saura comment s'organiser pour s'en sortir, mais avec de la retenue. Il y a eu beaucoup de soumission, un peu trop de retenue pour moi, parce que bon, voilà, c'est pas ma nature du tout. Mais on leur en demande énormément. Des femmes qui acceptent parce que simplement elles sont veuves, d'accepter parce que la culture le demande, la société le demande, de se marier avec le frère du défunt ou avec l'ami intime du défunt, parce que c'est comme ça. Alors quand elle vient déjà avec son poids à elle, elle trouve aussi le poids qui est sur place. Le côté de l'héritage, tous les partages qu'il y a des familles parfois où on ne respecte pas le testament du défunt. Parce que c'est pas comme ça, c'est la société qui... Donc on leur en demande beaucoup alors qu'elles font déjà énormément. Elles travaillent, elles s'occupent de tout ce qu'il faut faire pour la maison, pour les enfants. Mais dehors, il faut qu'elles montrent un visage épanoui, comme si tout allait bien, alors qu'en fait, elles vivent une dépression permanente de tous les jours. Mais on s'en rend pas compte. Et comment vous situez par rapport à ces femmes souvent féministes, souvent qui veulent peut-être parfois tout sans faire aussi de concessions? Comment vous situez? Moi, ça m'a motivée de toute façon pour faire mon film, mon court-métrage, puisque j'ai vécu cela au niveau des femmes expatriées à l'extérieur, parce que c'est pas seulement au niveau d'ici, c'est au niveau aussi des femmes expatriées qui veulent montrer un visage qui n'est pas le sien, qui n'est pas le leur, et au niveau donc des femmes ici aussi, parce que c'est le paraître qui compte énormément, et c'est ça qui fait que
dedans, ça souffre énormément et c'est ça que j'ai voulu donc, on en parlera peut-être tout à l'heure, transmettre dans ce court-métrage où je parle du mal-être, je parle de la dépression qui existe, mais alors à un niveau, juste un tout petit exemple, on m'avait envoyé pour prendre un médicament qu'on ne trouvait pas dans un certain pays, on m'a demandé de le trouver ici, que voilà, c'est un médicament pour la dépression, je suis partie à la pharmacie, la dame m'a dit on est en rupture de stock, j'ai dit pardon, elle me dit oh, madame, si vous saviez le nombre de personnes qui consomment ce médicament contre la dépression, ah j'étais mais étonnée. Alors que je pensais justement qu'on allait en trouver ici parce que la dépression, ça n'existe pas. Alors que si. Ça existe, bel et bien. Quelle thématique manque-t-il encore au cinéma sénégalais? Qu'est-ce qui manque au cinéma sénégalais? Un effort au niveau des langues. Parce que si on veut s'ouvrir à l'international, il faut qu'on fasse un effort pour le français. La formation professionnelle. Il y en a maintenant, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il en faut encore plus. Moi, dernièrement, je donne un clin d'œil d'ailleurs à l'école EIAD, je donnais une formation accélérée puisqu'il fallait juste que j'aille avant le PESPACO. Et j'étais heureuse de voir parmi mes élèves, les participants, des professionnels du cinéma qui sont venus là et qui ont voulu pour venir prendre un côté de acting que je leur ai apporté et puis on discuter en famille, donc la formation et puis donc ça c'est au niveau de de nous les acteurs, mais au niveau des productions aussi l'accompagnement quoi. Faut vraiment qu'on ait de l'accompagnement, pas seulement de l'accompagnement mais l'argent, l'accompagnement financier, comme ça on va pas les chercher à l'extérieur, qu'on fasse tout ici. Et qu'on nous reconnaisse, pas seulement comme des comédiens ou des scénaristes qui font de la comédie, mais des messagers, nous sommes des messagers. Et par rapport au thème, quel thème aussi ne sont peut-être pas encore abordés dans notre Ah ben la dépression, la santé mentale, c'est pour ça moi voilà. La dépression, la santé mentale, aborder aussi tout ce qui touche à la formation, à tout ce qui est sexuel en fait, mais abordé d'une manière beaucoup plus, dans le sens du poil, parce que dès qu'on parle d'éducation sexuelle ou autre, on dit ouf, ça c'est tabou, il faut pas en parler, alors que si, il faut en parler. Il faut en parler, inviter des gynécologues qui ont eux-mêmes leurs expériences et qu'ils en parlent. Ça se fait dans d'autres pays, pourquoi pas chez nous? Et par rapport à l'évolution esthétique de nos productions locales, les réalisations, les décors, dialogues, comment vous trouvez ça aussi? Moi je trouve que c'est super parce qu'avant déjà on ne faisait pas d'extérieur, on ne faisait pas beaucoup d'extérieur. Maintenant on met en valeur nos régions, on met en valeur notre tourisme national et ça c'est très important. On a tellement de choses à montrer ici chez nous. Au niveau des émissions, au niveau des films, au niveau des séries, on sort, on met en valeur nos régions et on met en valeur notre tourisme, on vend notre pays. De plus en plus, mais encore, il en faut encore. Parce que je vois que c'est plus les productions de l'extérieur qui mettent ça en valeur. Donc pourquoi pas nous? Est-ce que vous vous considérez comme une passeuse de mémoire? Je m'explique, avez-vous déjà joué en tout cas un rôle dans lequel vous avez mis en partie une partie de votre histoire propre. Et dans ce cas-là, est-ce que le cinéma aussi peut tout simplement servir de thérapie collective pour les peuples africains? Oui, parce que il va sortir d'ici quelques mois. J'ai tourné récemment, mais ce n'est pas au Sénégal, avec Nollywood, et je suis vraiment fière de dire que je suis quand même l'une des premières sénégalaises, en tout cas francophones, à rentrer dans le monde de Nollywood. Et je suis la narratrice de ce film qui s'appelle Three Cold Dishes, qui parle de trafic humain. Parce qu'on parle toujours des trafics humains à l'extérieur. Ah oui, ces femmes sont allées en Libye, elles ont été vendues, elles ont été violées, alors que ça se passe chez nous, entre nous pays africains. Donc, de toute façon, c'est simple, c'est l'histoire de femmes qui ont vécu, elles ont été témoins, elles ont vécu cela, et nous, on l'a traduit en film. Donc, et moi, je l'ai raconté.
Donc quelque part oui, ça me parle un peu puisque j'ai eu affaire durant mes activités administratives à recueillir des femmes qui ont vécu pas ce genre de problème, mais qui ont eu énormément de soucis au niveau des divorces, au niveau des violences physiques et psychologiques. Et donc j'ai été amenée à être dans le social. Et dans ce film, je raconte l'histoire de ces femmes qui ont vécu ces violences et qui ont été sous ma protection. Et donc je les ai accompagnées. Et voilà, c'est un flashback. Chaque fois me montrant moi grande prostituée dans le film et me remontrant en direct quand je raconte l'histoire de ces femmes. Il sortira quand ? C'est prévu en novembre, le 7 novembre exactement, on va commencer. Et Mentorba, ABG, mon cher ABG, a joué dedans, ça a été son dernier long métrage. Dès qu'il a terminé en début août, il est rentré et 50 jours après, il s'est éteint. Donc ça a été son dernier long métrage. Et là, les gens vont être choqués parce que ce n'est pas du tout le Mentorba qu'ils ont l'habitude de voir, très calme et tout. Là, c'est un pervers. C'est le personnage qu'il a incarné, puis moi, une grosse prostituée. J'ai vu une partie de la bande-annonce. De Trickle Dishes. Ah, c'est très violent. Mais voilà. Maintenant, comment ça va être accueilli ici ? C'est très éducatif parce que ça parle à tout le monde, ça parle à la famille. Il y a des cas de viol, il y a des cas de violence psychologique et autres. Il y a des cas de trafic humain entre pays africains. Tout est dit. Et tout ce qui a été dit là-dedans est la réalité. Donc, alors cette question ne faisait pas partie de mon conducteur, Amélie, mais par rapport à certains sujets qui peuvent être souvent considérés comme sensibles, et pourtant que nous, téléspectateurs, allons suivre sur les plateformes sans voir la publicité comme Netflix, comment en face vous, par exemple vous avez des associations comme Jamra, qui ne veulent pas que l'on véhicule ce type de message dans notre pays, comment ça se passe ces relations? De toute façon, je reviens encore à l'exemple. Sur notre écran, mais pourtant nous, on va le regarder. Je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, ce film. J'espère qu'il va être bien accueilli ici. Parce que je pense que le réalisateur n'acceptera pas de faire des censures. Peut-être qu'il en fera certaines, puisque même nous, dans Une si longue lettre, on a fait quelques censures. Il y a une scène d'amour avec mon mari qui a été un peu raccourcie, alors que, je ne dis pas que j'ai fait l'amour avec lui, mais la scène était quand même assez suggestive, on dit, voilà. Donc, alors que ça fait partie de la beauté de la façon de séduire et tout ça. Mais dans ce film-là dont je parle, je reviens sur ça parce que c'est un exemple pour répondre à votre question. Je te dis vous, je te dis tu si tu es ma fille. Donc on met les images choquantes parfois. C'est la réalité. C'est éducatif. C'est révélateur aussi puisque ça existe chez nous en Afrique. Donc pourquoi ne pas en parler et dire que c'est tabou, c'est tabou. Maintenant, quand on dit que il faut vraiment mettre en, quand on dit qu'il faut mettre en valeur plutôt nos coutumes, notre culture, mais je suis entièrement d'accord. Ça se voit d'ailleurs dans Une si longue lettre. Je suis entièrement, moi il n'y a pas plus africaine que moi. J'adore ma culture africaine, mes traditions, bien entendu. Mais à côté de cela, il y a des réalités. On sort là, ce qu'on appelle Las Vegas, là, je pense. Mais quand on va là-bas la nuit, moi, je crois que je suis à Las Vegas. J'habite à 4 heures de Las Vegas, en Californie. Mais quand je suis là-bas, je me dis, je suis réellement à Las Vegas. Parce que les jeunes femmes, les jeunes filles, des petites filles, parfois même que je vois, sont là-bas. Mais on va dire, oui, mais bon, justement, elles ont copié. Mais elles ont copié où? À la télé? OK. Comme la chaîne que vous avez nommée tout à l'heure, et d'autres, mais les gens ont un remote control. Hello, le remote control, il est là. Si ça ne va pas, mais il faut zapper. Mais ce qu'on interdit de montrer dans nos
chaîne à nous dans nos séries ou quoi. Mais ça existe de l'autre côté. Moi, je me rappelle il y a quelques années en arrière, puisque j'étais là, à l'ORTS, on recevait les séries mexicaines, brésiliennes et tout. Et il y avait des scènes, j'ai présenté Dynastie, j'ai présenté Dallas, mais il y avait des scènes où, alors le frère, il couche avec une femme. Cette femme, en fait, est la sœur de son frère. Puis après, il va recoucher avec... Mais il y a même de l'inceste. Et pourtant, on présentait cela. Et c'était une époque de l'ORTS. Donc si aujourd'hui on dit que oui, il ne faut pas, il y a une manière parfois subtile, c'est vrai, de montrer. Nous, on a fait 8 mois de Golden, on était un couple extraordinaire, amoureux, ABG et moi. Pourtant, on n'a jamais eu à montrer les scènes de... Voilà. Mais voilà, dans Renaissance, il fallait parler de drogue. Il y a eu des scènes où les gens s'embrassaient, où ils se piquaient, ils fumaient, et après ils étaient en transe. On le montrait, mais c'est éducatif. Donc si maintenant le père de famille ne veut pas que ses enfants qui sont là dans le son l'enfant, mais hello, remote control, il change. Mais ce même enfant à qui on a interdit de regarder, il va aller dans sa chambre, il va prendre son téléphone. Il pianote dedans, les enfants sont tellement forts dans ça, il pianote, il voit tout. Il peut même apprendre la pornographie, l'éducation sexuelle, tout dans son téléphone. Donc... Alors, en Afrique, on observe souvent que les films locaux peinent à bien être distribués. Alors, pourquoi est-ce encore aussi difficile aujourd'hui? Encore une fois, moi je parle de formation. Quand on parle de formation pour les acteurs, quand on parle de formation pour les autres domaines, mais il y a aussi la distribution. On dirait que ça n'existe pas chez nous. On est obligé d'aller à l'extérieur et pas loin, c'est là en Côte d'Ivoire, là au Burkina. Pourquoi? Alors que ça devrait exister. On a déjà écrit, on a scénarisé, on a casté, on a tourné, on a produit, on a post-produit et après, paf, on est bloqué. Alors que c'est un métier qui est part entière de tout ce qu'on a fait. Mais ça, je m'adresse au ministère de la Culture, il faut nous aider. Il faut nous aider pour qu'on n'aille pas voir ailleurs. Il faut nous aider pour que ces distributeurs qui sont là, ils sont là. Et c'est des gens, ce sont nos aînés. Il y en a certains qui sont même, voilà, qui ont énormément d'expérience. Mais on peut j'en connais un, Spencer. Mais il faut leur donner les moyens de nous aider. Moi, je suis en train de quitter, enfin pas quitter, de faire aussi de la réalisation, de la production. Je sais tout ce qui se passe derrière parce que, comme je le disais, j'ai été en stage ici. Mais après, je vais être bloquée. Mais voilà, alors qu'il y a des gens à qui on devrait donner les moyens de pouvoir nous distribuer. C'est très important. C'est logique aussi, tout simplement. Sinon, on va rester bloqué ou alors on va les regarder ailleurs. Et on va dire, pourquoi toujours la France, pourquoi toujours... Alors que c'est là-bas qu'on pourrait trouver un distributeur, alors qu'on en a ici. Par rapport à vos projets à venir, revenons tout de suite sur votre court-métrage. Parlez-nous-en. Alors, c'est un court-métrage donc, sur la santé mentale, ça s'appelle L'ai-je bien coupé, avec 3 points de suspension. C'est pas une question, c'est l'ai-je bien coupé. Chaque fois, je précise parce que l'ai-je bien coupé, donc entre guillemets, avec 3 points de suspension. Parce que c'est l'ai-je bien coupé, l'ai-je bien coupé même. Ou bien, l'ai-je bien coupé? C'est une interrogation, ça commence par un monologue. Pourquoi monologue? Je l'ai fait exprès parce que il n'y en a pas beaucoup. On ne fait pas trop de monologues ici. Et puis je me suis sentie capable de faire ça parce que je suis une passionnée, je suis une drama. Donc je l'ai fait et j'ai eu une équipe formidable. Je salue donc mon assistant réel et DOP, directeur de la photographie Amath Niane, qui a aussi travaillé avec nous dans Une si longue lettre. Donc j'ai eu la crème de la crème avec toute son équipe et mon coproducteur Diallo, Mamadou Diallo ici à Dakar. C'est des acteurs extraordinaires. J'ai travaillé avec mon agent Rachel Lenant, qui est donc mon agent et qui était aussi photographe de plateau et actrice dans le film. Et Stéphane Toupane, Dial Thiam, quelqu'un que j'ai pris aussi qui n'était pas du tout acteur mais qui nous a beaucoup aidé, qui s'appelle le professeur Abdoulaziz Kassé, qui a joué son rôle de médecin. Donc la santé mentale qui parle à tout le monde.
mais dont on ne parle pas assez. La dépression, les expatriés à l'extérieur qui montrent on les voit sous un certain angle, avec une apparence, alors qu'en fait, pour certains, pas pour tout le monde, il y a énormément de mal-être, il y a énormément de souffrance, parce qu'il y a des non-dits, il y a un non-partage de ce qui se passe. Et ensuite, maintenant, c'est ça aussi l'autre point, la souffrance due à une violence psychologique. Et toutes les conséquences que ça entraîne, arrivé ici, au Sénégal, ce que j'ai tourné. Et donc ce film je l'ai projeté au Festival panafricain de Cannes. J'ai gagné mon trophée de la meilleure actrice. Ensuite, je l'ai projeté aussi à Los Angeles, pareil, où j'ai gagné aussi le trophée du meilleur court-métrage. Et donc là, il poursuit son petit bonhomme de chemin. Je reviens chez moi encore pour pouvoir donc trouver distributeur et ensuite des fonds pour pouvoir enchaîner sur le long métrage. D'accord. Le cinéma sénégalais, il évolue. Que souhaitez-vous encore accomplir, en tout cas, pour ce secteur que vous avez longtemps contribué à bâtir? Qu'on produise plus, qu'on post-produise plus aussi, que ce soit beaucoup plus local, parce qu'on a tout. On a les décors, on a les excellents techniciens, on a de très bons acteurs. Qu'on fasse tout ici, mais qu'on ait le soutien aussi du ministère de la Culture, qu'on ait le soutien de la direction de la cinématographie, qu'on ait le soutien de tout ce qui est culture, en tout cas au Sénégal, parce que j'ai l'impression, c'est peut-être, mais ça c'est mon impression à moi, qu'on ne prend pas assez au sérieux. On ne donne pas assez de valeur. On est porteur de messages. Quand il y avait le Covid, tout le monde était resté chez eux, ils nous regardaient nous, parce qu'on était en train de les distraire pour leur faire oublier ce qu'on vivait. Pas distraire dans le sens de oui, on rigolait, c'était de la comédie, non. Mais voilà, et leur parler des réalités. On passe toujours par nous pour faire passer un message, tout le temps. Et on représente aussi notre pays à l'international. Donc pourquoi ne pas nous donner à César ce qui appartient à César? Donnez-nous de quoi présenter notre cinéma, notre théâtre, notre culture au niveau à l'extérieur, mais déjà nous développer ici nous-mêmes et former la génération qui arrive pour éviter justement qu'ils aillent regarder trop à l'extérieur et prendre parfois le mauvais côté et qu'après Diambra ait à parler parce qu'ils ont pris quelque chose de mauvais qu'ils vont développer et puis ça va être quelque chose dont on va perdre tout ce qui est culturel, tout ce qui est traditionnel, mais on a besoin d'aide, de soutien, d'accompagnement. Il est plus difficile de faire un long métrage que des séries, que je suppose. C'est pas pareil, parce que les séries, ça traîne en longueur, on a le temps. Que long métrage, voilà, par exemple pour Une si longue lettre, on a pris 2 mois à peu près, ici, enfermé à Thiès, tranquille avec l'équipe. On l'a fait, 1 mois et demi, 2 mois, allez, on va dire 2 mois. Mais après, le travail derrière, nous on a fini, on était partis en tant que, là je parle en tant qu'actrice, mais derrière c'est toute la post-production, ça a pris 2 ans. 2 ans et demi même si je ne me trompe. Et Angèle aussi a mis du temps. Elle-même elle a mis du temps avant d'en arriver là. C'est sa 12e année, elle a mis 12 ans pour mettre ça en place. Alors qu'une série, c'est déjà là, c'est déjà écrit, le début, au moins le 1er ou 2e, même parfois 3e épisode. Après les scénaristes sont là, on écrit. Au fur et à mesure, on présente, on tourne, et parfois on change, on modifie, mais ça traîne. Je ne dis pas traîner dans le mauvais sens, mais je veux dire, on prend notre temps. Et après, on peut même se permettre saison 2, puis saison 3, pourquoi pas. Et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération et même de ces nouvelles séries? Vous voyez la nouvelle génération, le nouveau casting, qu'est-ce que vous pensez? Non, moi je trouve que franchement, je peux bien en parler parce que je suis à l'extérieur et les gens aiment nos séries sénégalaises. Parce que on montre notre féminité sénégalaise, pas seulement féminité, mais notre tradition sénégalaise, qui est hyper différente de tout ce qu'on voit. Des séries de l'Afrique du Sud, des séries nigérianes, des séries ivoiriennes, des séries burkinabées. Il y a quelque chose qui est un plus par rapport à ce qu'on montre et les gens aiment.
C'est vrai qu'il y a un peu de retenue et les gens s'attendent parfois à ce qu'il y ait un peu plus de contact physique, mais parfois on n'en a pas besoin parce que le dialogue et le jeu d'acteur suffit. Maintenant, comme je le dis, il faut qu'on fasse des efforts sur, justement quand on parle de dialogue, sur le parler. Parce que, voilà, on ne peut pas tout le temps faire que quelque chose en Wolof uniquement. C'est vrai, vous allez me dire le sous-titrage et tout. Mais bon, voilà. Ça peut, dans le film Une si longue lettre, on a fait les deux, hein, on a fait français et Wolof. Donc pourquoi pas? Dans le film qu'on va voir bientôt, Three Cold Dishes, on a fait français, anglais, Wolof, très peu, mais c'est français et anglais, avec des acteurs anglophones et des acteurs francophones. Donc les séries qui se font, oui. Maintenant, ça c'est ça la tendance, d'imiter un peu trop les... Alors je vais joindre le geste à la parole. D'accord. Ensuite, la forme, la taille hyper serrée au point qu'on ne peut même pas respirer. Et le texte qu'on va donner, on ne peut pas parce qu'on est coincé, on est là, on ne respire pas et ça fait faux, ça fait tellement fake. C'est joli, hein, attention. Je ne suis pas là pour... c'est très beau, mais c'est du copier-coller de ce qu'on a vu de l'autre côté. Nous-mêmes, la Sénégalaise, elle est déjà bien en forme. Elle a une belle taille, elle a un beau teint, en général noir. Pourquoi gâter cela, quoi? Parce qu'on veut simplement imiter. Je ne critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, voilà. Après maintenant, avoir de longs cheveux qui arrivent jusqu'à derrière les... Moi, je pars du principe où, en tout cas, voilà. Mais ça, c'est moi, ça n'engage que moi, c'est parce que c'est par rapport à la culture, à la spiritualité. Je fais attention à cela. Là, je vais commencer avec mes locks là bientôt. Mais bon, j'aime bien tout ce qui est naturel. Mais voilà. Alors, quels sont les défis spécifiques à la production audiovisuelle au Sénégal toujours et en Afrique? Les défis. Oui. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Mais moi, ce que j'aimerais dire à tous mes collègues, à toutes mes consoeurs, c'est d'inviter à regarder énormément de films africains, déjà pour faire la différence, que le ministère, encore une fois, favorise un peu plus d'échanges. Ça se fait au Burkina, c'est ça, non seulement entre acteurs, mais même producteurs. Et que les producteurs aussi fassent leur formation. On a trop tendance à penser que c'est uniquement les acteurs, il faut la formation, les acteurs, les producteurs aussi doivent s'y mettre. C'est aussi c'est un métier, c'est quelque chose qu'il faut connaître parce que ça embrasse tout le reste. Et quand on connaît, pour nous qui commençons maintenant à nous joindre à ce monde qui est nouveau, à la production, sans nous jeter des fleurs, je pense qu'on sera plus apte à pouvoir travailler avec les acteurs, les techniciens, parce qu'on a déjà été dans ce milieu-là. Donc la production pour connaître tout ça, c'est un énorme défi parce qu'il faut faire face au tabou, il faut faire face au regard des autres. Pourquoi est-ce si difficile pour une femme d'avoir accès au financement ou à la distribution? Ça c'est toujours pareil, hein, c'est même partout. C'est parce que la femme elle-même, quand elle se présente seule en tant que productrice pour demander de l'argent, tout de suite d'abord, est-ce qu'on va la prendre au sérieux? Est-ce que ce qu'elle va faire là, c'est pourquoi elle et qui est-elle d'ailleurs? Bon, si maintenant en plus c'est une femme qui n'est pas mariée, alors ça il y a toujours d'autres choses qui sont proposées, parfois, pas tout le temps, mais et aussi le nombre est quand même pour l'instant assez minime. Ça commence à se faire. Je donne encore l'exemple du Burkina, il y en a beaucoup. Mais voilà, le nombre est quand même assez petit pour l'instant. Donc, mais ça, voilà, hier on a été au Terroubi où on a vu avec les fonds Maïssa toutes ces lauréates que je salue et que j'applaudis, dont Angèle en fait partie, qui ont reçu des fonds
pour pouvoir continuer, comme dans le cas d'Angèle, ou d'autres pour pouvoir carrément commencer. Mais j'étais fière, c'était une quinzaine de femmes. Mais cette femme-là, l'an prochain, ou dans 2 ans, mais ce qu'elles vont produire, surtout que les thèmes qu'elles ont choisis, préparez-vous. Parce que c'est des thèmes certains sont bien tabous. Hein. Elles vont bouger les choses. Ah, ça. Alors, comment choisissez-vous vos équipes techniques et artistiques? Et enfin, avez-vous déjà eu à renoncer à un projet par faute de moyens? Moi, de toute façon, quand je choisis mon équipe technique, c'est des gens avec qui j'ai travaillé. Déjà avec qui j'ai été sur le plateau, avec qui ça s'est super bien passé, puis je vois leur travail, je vois le résultat, donc je leur fais confiance parce qu'on a déjà eu cette symbiose sur le plateau déjà. Et si j'ai renoncé à certains projets, oui, j'ai mis de côté mon propre projet pendant longtemps, pour 2 raisons. La première, parce que j'avais pas le temps, puisque je m'occupais du projet des autres. Et deuxièmement, parce que, faute de moyens. Là, j'ai bien coupé, je l'ai fait par mes propres moyens. Je n'ai reçu aucune aide financière de qui que ce soit. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir présenté. Peut-être que j'étais trop pressée, mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est vrai que je débute dans la production. Il y a certaines portes où il faut savoir frapper. Il y a une certaine hiérarchie, voilà. Mais je sais qu'après, au niveau du tournage, on l'a fait en équipe, avec une équipe qui a cru en moi et qui a accepté de venir sans rien demander. Et pour la post-production, j'ai commencé ici et j'ai terminé après en France. Amélie, notre temps est malheureusement terminé. C'était vraiment ravi de vous avoir. Mais merci. Votre mot de la fin avant de nous quitter à tous ceux qui vous suivent derrière l'écran, dans la vie. Quelqu'un comme moi, une très grande fan. Moi, je dis que moi, je rends d'abord grâce à Dieu parce que sans notre Seigneur Tout-Puissant, tout ceci-là, ça ne serait pas possible. Donc c'est à lui et à lui seul qu'il faut d'abord rendre grâce et le glorifier, le remercier. Remercier aussi le fait que lui nous a donné ce don, cette capacité de pouvoir transmettre des messages, cette capacité de pouvoir se mettre dans différents personnages pour pouvoir éduquer, pour pouvoir émouvoir, pour voilà. Et le public qui, voyant cela, apprécie, aime, nous aime. Voilà, moi je sais que j'ai été une tueuse, mais j'ai été mauvaise en prise, mais les gens m'aimaient quand même. Donc voilà, sans le public, sans vous, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui et je vous en suis éternellement reconnaissante. Je promets de faire encore plus, parce que comme je le disais, on n'a pas fini d'apprendre. Et je suis contente par contre que le film que j'ai tourné, ce dernier film là, Une si longue lettre, donne un autre visage, un autre personnage, parce que je refuse d'avoir l'étiquette ici de « Ah ouais, yaayu xale yi, ah la maman des enfants, ah la battante ». Non, c'est voilà, c'est une actrice, elle doit être polyvalente, elle doit pouvoir porter tous les personnages. Donc merci à vous pour croire en nous, merci, et on compte sur les autorités pour pouvoir nous aider, nous accompagner pour qu'on aille de l'avant et qu'on représente ce cinéma sénégalais qui est aimé de l'extérieur. Il est beaucoup aimé à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci ma fille. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous très vite avec un autre invité et un nouveau thème. À bientôt.